bonjour à tous. Alors effectivement, si vous n'êtes pas développeur, je pense que vaut mieux aller à la conf d'à côté. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Mercure, qui est un protocole qui permet de remplacer WebSocket. Donc c'est un peu le test pour savoir s'il faut rester ou pas. Si vous savez ce que c'est WebSocket, c'est bon. Si vous ne savez pas, ça va peut-être être un peu dur à suivre. Donc, je m'appelle Kevin, je viens du Pas-de-Calais, donc ceci explique cela. Je suis cofondateur de la coopérative des Tilleuls, créateur de ce protocole que je vais vous présenter, d'un framework qui s'appelle API Platform qu'on verra peut-être un petit peu à la toute fin, et co-mainteneur d'un autre outil en PHP qui s'appelle Symfony, et qui est un framework assez utilisé pour faire des sites web et des API web. Si vous ne voulez pas avoir à taper mon prénom, vous pouvez juste utiliser mon nom pour me suivre sur les réseaux sociaux. L'objectif de ce protocole, ça va être de pouvoir très facilement envoyer des données d'un serveur vers le client. Alors qu'habituellement, dans une application web traditionnelle, l'architecture web, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt le client qui va demander des données au serveur. Donc, c'est ce que permet de faire WebSocket, pour ceux qui connaissent un petit peu. À quoi ça peut servir et pourquoi on en a besoin dans les applications modernes, quand on fait des progressive web apps, quand on essaye de faire des interfaces très dynamiques. Première idée qui nous vient en tête, c'est d'envoyer des notifications. Quelque chose se passe dans mon système d'information, j'ai un utilisateur qui a été enregistré, j'ai un nouveau document qui a été créé, j'ai quelque chose comme ça. Automatiquement, je viens pousser cette donnée à tous mes utilisateurs, à tous les clients qui sont connectés. J'ai l'exemple typique de cet usage. Sur Facebook, l'un de vos amis crée une nouvelle publication, automatiquement, vous recevez une notification, un petit bandeau de notification, vous voyez votre fil d'actualité l'afficher, et c'est le cas pour toutes les autres personnes qui sont amies avec lui. Deuxième autre cas d'usage typique, le cas de la synchronisation des écrans, des UI, ce qu'on va faire un petit peu aussi aujourd'hui, en temps réel. Donc un des exemples, une des applications qui utilise ça vraiment massivement, c'est Google Docs. Quand vous êtes à plusieurs en train de regarder le même document Google Docs, vous savez exactement où est positionné dans le document le curseur des autres utilisateurs, qu'est-ce qu'il sélectionne, et si l'un des utilisateurs actuellement connectés change du texte, automatiquement, le nouveau texte apparaît sur tous les périphériques, sur tous les écrans de toutes les personnes connectées. Pour ça, il faut que le serveur de chez Google, qui reçoit la modification, soit capable de la broadcaster à tous les clients qui sont actuellement connectés dessus. Un dernier cas d'usage assez intéressant, c'est que parfois, on va avoir des traitements lourds à effectuer dans nos applications web, vu qu'à peu près tout passe par le web. Imaginons que votre utilisateur envoie un jeu de données et qu'il faut appliquer des algorithmes très compliqués, du machine learning, des trucs qui vont prendre quelques heures à s'exécuter. Ce qui peut être intéressant, c'est que quand c'est prêt, on va venir tout de suite mettre à jour l'interface sur laquelle est connecté l'utilisateur pour lui donner le résultat. Après, donc c'est plutôt le serveur qui va être à l'initiative de cette notification. Pour ça, traditionnellement, c'est compliqué à faire avec les protocoles web. Depuis quelques années, il y a un protocole qui a quelques défauts, qui permet de faire ça, qui s'appelle WebSocket. Donc, qui parmi vous a déjà utilisé WebSocket pour une application ? Okay. Très bien. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est présenter le protocole, comment ça fonctionne, comment on l'utilise, et puis à la fin, on va voir comment on peut l'intégrer pour faire des applications réelles. Ce que vous pouvez faire, c'est... Oula, ouais, ok, très bien. Ce que vous pouvez faire, c'est flasher ce QR code et vous allez obtenir une application web qui utilise le protocole Mercure. Donc vous y allez avec un téléphone, vous y allez avec une application de bureau, vous regardez par-dessus l'épaule de votre voisin, et vous allez voir que dès que vous changez quelque chose d'un côté, le changement est propagé absolument partout. Donc on va voir aujourd'hui comment on fait ce type d'application et puis surtout quelles sont les primitives qui nous permettent d'en arriver là. Petite démo. Normalement, vous avez la même chose sur vos écrans. Là, on a fait une application mobile qui utilise React Native sur la droite. On a fait une application web qui est une progressive web app qui utilise React, tout simplement. Dès que je change un truc sur la progressive web app, toutes les personnes qui sont actuellement connectées sur la même donnée, quel que soit le canal de communication, par exemple l'appli mobile, reçoivent un push et l'écran est mis à jour en temps réel. Pareil dans l'autre sens. Alors ça s'appelle Mercure, et ça n'a rien à voir, l'origine du nom, avec Freddie Mercury. C'est pour ça que j'ai décidé d'illustrer ce slide avec que des photos de Freddie Mercury. Alors qu'est-ce qu'on a comme solution pour implémenter ce type d'implémentation ? Première solution, la plus populaire probablement
la plus problématique aussi, ce qu'on appelle le XHR polling. C'est tout simplement qu'une fois de temps en temps, je vais régler un timer et toutes les secondes, je vais venir faire une requête vers mon serveur d'application pour voir s'il y a des nouvelles données qui sont disponibles. Deuxième solution, un peu plus récente, introduite avec HTML5, s'appelle les Server Sent Events. Avant, on avait des techniques un peu similaires, qu'on appelait Comet ou Long Polling. Le principe est bête, mais plutôt efficace. On va créer une connexion HTTP vers le serveur en GET, et on va la laisser ouverte, alors qu'habituellement, on la ferme. Et ça, c'est implémenté de base dans tous les navigateurs web modernes. Et du coup, cette connexion persistante qui est ouverte, on va pouvoir respecter un formalisme qui est défini dans la spécification Server Sent Event. Et en envoyant ces données dans ce formalisme-là, on va pouvoir envoyer des événements, des messages qui vont, quand ils vont être reçus par le navigateur web ou le client mobile, automatiquement déclencher un événement sur lequel on va pouvoir enregistrer une callback en JavaScript typiquement et récupérer les données en temps réel qui sont pushées par le navigateur. Et puis, dernière solution, WebSocket. Donc, WebSocket, c'est un protocole compatible avec HTTP, fait pour le web comme son nom l'indique, mais qui n'est pas du HTTP. Comment ça marche une connexion WebSocket? On crée une connexion vers un serveur TCP, une connexion TCP vers un serveur HTTP. En HTTP, on utilise l'entête HTTP upgrade pour indiquer une autre adresse, un autre serveur, potentiellement un autre port, sur lequel il faut créer une autre connexion dans un autre protocole qui s'appelle WebSocket, pour une connexion qui va être full duplex, pour récupérer des données. Alors, le bon vieux polling avec un appel en fetch ou en XHR toutes les secondes, ça a pas mal d'avantages quand même. C'est juste du HTTP, ça passe à travers tous les pare-feux, c'est hyper simple à implémenter, c'est hyper simple à débugger. Ça marche avec toutes les technos, y compris celles qui sont faites pour qui ne savent gérer que des connexions courtes. On va en reparler juste après. C'est supporté par tous les navigateurs, par curl, c'est vraiment basique de chez basique. Défaut, le premier, c'est que c'est une collection dite simplex, c'est-à-dire que uniquement le serveur peut envoyer des données au client. Le client ne peut pas envoyer des données au serveur, il est obligé de faire une autre requête. Et le plus gros défaut, c'est que c'est super consommateur en ressources, c'est très peu efficace. Je vais faire plein de requêtes alors que potentiellement rien n'a changé, qui vont servir à rien, qui vont me dépenser de l'énergie, de la ressource, dégager du CO2, etc. Pour aucune raison. Et puis en plus, ce sera du faux temps réel. Je vais avoir la problématique du timer. Si j'ai mis un timer toutes les minutes, c'est peu élevé, mais peu importe, que je viens de faire mon appel et que quelque chose change côté serveur juste après, je vais avoir 1 minute de latence, ce qui n'est pas terrible, ce qui est du faux push. Deuxième solution, donc, standard de l'IETF, WebSocket. Avantage, c'est un protocole de très bas niveau qui passe plus ou moins à travers les pare-feux parce que grâce à son mode de compatibilité avec HTTP avec l'entête upgrade et qui est full duplex, c'est-à-dire que le serveur peut envoyer des données au client et le client peut envoyer des données au serveur dans la même connexion TCP. Les avantages, c'est bas niveau. C'est aussi un désavantage parce qu'il n'y a pas de mécanisme d'autorisation, il n'y a aucun mécanisme de reconnexion. Si je perds le réseau, c'est à moi de me débrouiller pour le détecter, pour le retrouver. Il n'y a aucun mécanisme de réconciliation d'état. Si je passe dans un tunnel et que je perds des messages, c'est à moi de me débrouiller pour, quand je me reconnecte, récupérer ces messages qui ont été perdus. Autre désavantage, on est obligé d'avoir une infrastructure qui supporte les connexions persistantes parce que j'ouvrirai un socket TCP qui restera ouvert tant que ma connexion sera ouverte. Gros désavantage pour le web moderne, WebSocket n'est pas compatible avec HTTP2 ni avec HTTP3 parce que ça n'a pas été porté. Il y a eu des tentatives, pour l'instant en tout cas, on ne peut pas faire du HTTP2 avec WebSocket. La raison principale, c'est que le protocole HTTP lui-même a été fortement amélioré dans le cadre de la création d'HTTP2, et maintenant on a des primitives dans le protocole HTTP2 qui permettent de faire du push, qui permettent d'envoyer des données du serveur vers le client, ce qu'on appelle les streams. Alors, un des problèmes importants dans tout ça, c'est la connexion persistante, parce que excusez-moi, les serveurs Sent Events maintenant, du coup, eux, sont supportés partout, ils sont de très haut niveau, on va voir comment ça s'utilise un petit peu après, et c'est implémenté nativement par tous les navigateurs web modernes, presque tous. Donc j'ai des primitives qui me permettent de m'abonner à une URL, de recevoir les événements. J'ai juste à avoir une fonction JavaScript sans avoir besoin de SDK ou quoi que ce soit, qui est appelée dès que je reçois un message. Et c'est directement codé en C ou en C++, dans Chrome, dans Firefox et compagnie. C'est fait au-dessus de HTTP, c'est pas un autre protocole
comme WebSocket, c'est directement une connexion HTTP qui est utilisée. Même si ça marche avec les vieilles versions d'HTTP, c'est parfait, on va voir pourquoi après, pour l'utilisation avec HTTP2 et HTTP3 qui permettent de multiplexer les connexions. Finalement, il y a des optimisations pour le web mobile qui sont disponibles dans la spécification, qui sont malheureusement rarement implémentées. En particulier, quand on fait du server-side event, les opérateurs télécoms ont la capacité de mettre en place des proxys qui vont détecter qu'on utilise ce protocole. Et quand c'est un périphérique mobile qui est abonné à des événements, au lieu d'utiliser du HTTP, ils vont pouvoir basculer sur des protocoles plus bas niveau, des protocoles télécoms, et n'envoyer des notifications qui vont réveiller le téléphone que quand il y en a, et pas maintenir des connexions persistantes. Donc ça, il faut de l'infrastructure sur le réseau télécom pour être capable d'implémenter cette partie de la spécification. Des avantages, c'est aussi de la communication simplex, seulement du serveur vers le client, et ça nécessite aussi les connexions persistantes. Alors, pourquoi c'est problématique, les connexions persistantes qu'utilisent WebSocket et SSE? En fait, en soi, c'est quelque chose qui est depuis la base du réseau, la base d'Unix, on fait des connexions persistantes. Le problème, c'est les infrastructures modernes, en particulier dès qu'on fait du serverless, la plupart des plateformes de serverless, comme Amazon Lambda, ont des timeouts très courts. Du coup, c'est fait pour envoyer une requête, envoyer une réponse tout de suite. On a au maximum quelques minutes de disponibilité. On ne peut pas maintenir de connexion persistante. Ce n'est pas un problème uniquement avec serverless. En PHP, qui est le langage le plus utilisé dans le web, un peu traditionnel, la configuration par défaut des serveurs PHP, c'est 30 secondes d'exécution maximum. Pas de connexion persistante, sans bidouille en tout cas. FastCGI, si on utilise un module FastCGI en Python, en Java, en n'importe quoi d'autre, il y a à peu près le même type de configuration par défaut. Donc c'est quand même quelque chose d'assez répandu. Ensuite, il y a un problème plutôt lié à l'infrastructure, à la manière dont on va coder les applications. Pour faire des serveurs qui maintiennent des connexions persistantes, ouvertes, qui gèrent la concurrence, qui vont avoir beaucoup d'utilisateurs connectés dessus, il vaut mieux avoir du code qui est optimisé pour ça, ce qui n'est pas forcément le cas des applications web traditionnelles. Il vaut mieux avoir des infrastructures qui sont faites pour ça et qui sont dédiées. Généralement, on va essayer que ce ne soit pas notre serveur d'application, notre API, dont on va encombrer les sockets réseau, les ports réseau disponibles et la mémoire vive utilisée pour maintenir des connexions persistantes. On va plutôt utiliser des choses qui sont dédiées à ça. Alors, il est temps de rentrer dans ce protocole Mercure et voir pourquoi ça règle partiellement ces problèmes-là. Donc, Mercure, c'est quelque chose de tout nouveau, qui est à la fois une spécification et une implémentation de référence qui est écrite en Go. Ça a vocation à régler les problèmes qu'on a vus juste avant et aussi à s'intégrer bien, le mieux possible, avec les API web. Donc c'est plutôt fait pour les infrastructures où on va avoir une API REST ou une API GraphQL qui va être consommée par des applications en React, par des progressive web apps, par des applications mobiles natives ou ce genre de choses. Et c'est conçu aussi pour régler le problème des connexions persistantes. Donc Mercure, c'est un protocole qui est full duplex, mais qui va s'appuyer sur des primitives qui existent déjà, qui sont déjà implémentées par tous les navigateurs. En fait, on va tirer parti d'HTTP2 au maximum, et pour envoyer des données du serveur vers le client, on va utiliser les server-side event. Et pour envoyer des données du client vers le serveur, on va utiliser simplement le protocole HTTP, on va exposer un endpoint en post pour faire de la publication. On va avoir un mécanisme de gestion de l'autorisation, ce qui va nous permettre d'envoyer des messages qui sont privés, qui ne pourront être reçus que par les utilisateurs qui ont le droit de les recevoir. Donc, une gestion basique de la sécurité. Grâce à Server-Side Event, ça c'est dans cette spécification, on a un mécanisme implémenté directement dans les navigateurs de reconnexion automatique. Je perds le réseau, dès qu'il y a à nouveau du réseau, Chrome va se reconnecter sans qu'on ait rien à faire de notre côté en tant que développeur, et de récupération des messages perdus. Je me reconnecte après avoir perdu le réseau, Chrome va automatiquement, Chrome ou Firefox ou les autres navigateurs, va automatiquement, quand il va renvoyer la connexion, ajouter un en-tête HTTP spécial qui contient l'ID du dernier message reçu. Et du coup, le serveur va pouvoir renvoyer ce qui est passé dans le tuyau entre-temps. C'est un protocole qui est conçu pour les API web, même si on peut l'utiliser dans d'autres cas, et qui va être auto-découvrable. C'est-à-dire qu'un client qui sait parler le protocole Mercure va pouvoir le détecter automatiquement en faisant une requête HTTP et potentiellement s'abonner aux mises à jour d'une ressource. Et c'est fait dès le départ pour prendre en compte la problématique des connexions persistantes et marcher dans des archives serverless avec PHP, FastCGI et compagnie. C'est aussi fait pour respecter la RGPD, pour respecter au maximum la vie privée des utilisateurs. Et dans le protocole, il y a la possibilité de faire du chiffrement de bout en bout qui est spécifié. Donc, comment ça marche
en très gros, en fait, on introduit une notion optionnelle, je vais y revenir, de hub. Donc j'ai mon serveur d'application, typiquement mon API web. C'est pas là-dessus que je vais gérer mes connexions persistantes. Je vais déléguer ça à un serveur spécifique qu'on va appeler le hub Mercure, sur lequel vont venir s'enregistrer chacun des périphériques qui veut recevoir les pushes. Donc ça permet de gérer mes problèmes d'infrastructure, d'être compatible avec serverless, avec PHP, parce que je délègue ça ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent dans les protocoles réseau. Le protocole WebSub du W3C utilise le même type de technique. Donc, mes clients viennent se connecter avec Server Sent Event vers un serveur dédié qui va se charger de maintenir les connexions persistantes. Ensuite, quand mon API, quand quelque chose se passe au niveau de mon serveur d'application et que je veux broadcaster mon message, le serveur d'application a juste à faire une simple requête HTTP en poste sur le serveur et c'est le hub qui va venir faire le broadcasting sur toutes les connexions actuellement créées vers les clients. Ce protocole, c'est un protocole ouvert qui a été soumis à l'IETF, qui a actuellement le statut d'Internet Draft et qu'on aimerait bien à terme en faire une ERFC. Ça signifie que tout le monde est libre de l'implémenter, de l'améliorer, de lui proposer des modifications. Vous le retrouvez sur le site de l'IETF en tapant The Mercure Protocol. Et ça, c'est plutôt sympa parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de vendeur locking possible, contrairement aux systèmes type Pusher ou type Amazon AppSync qui utilisent un protocole propriétaire qui vous enferme dans leur service. Là, vous êtes toujours sûr d'être reposé sur un standard ouvert. Alors, pourquoi? Quel est le lien avec HTTP2? Parce que pour l'instant, on n'a pas vu à quoi ça pouvait servir. En fait, HTTP2 introduit une nouveauté qui est vraiment intéressant pour les servers Sent Event, c'est que maintenant, les connexions peuvent être multiplexées. Ça signifie qu'on va créer une seule connexion TCP en HTTP2 ou UDP en HTTP3 qui est en train d'être normalisé avec Quick et tout la tambouille réseau qui va avec. Et dans cette connexion TCP, on va pouvoir faire passer autant de requêtes HTTP que l'on souhaite, et elles vont être multiplexées, c'est-à-dire que je vais pouvoir avoir un élément de la première requête suivi d'un élément de la deuxième requête et paralléliser au maximum. Et ça marche dans les deux sens, avec les streams dont j'ai parlé juste avant. Dans mon flux, dans mon socket TCP ou UDP qui est ouvert, je vais pouvoir envoyer directement des messages du client vers le serveur, mais aussi du serveur vers le client, dans le même flux, et toutes mes requêtes vont passer par là. Donc en fait, ça règle des gros problèmes de performance qui étaient dans HTTP 1, qui avaient été partiellement réglés par HTTP 1.1, mais qui l'est complètement avec HTTP 2. Et du coup, c'est sur ça que s'appuie Mercure pour la performance. Mais ça marche toujours avec HTTP 1 aussi, avec une performance un peu dégradée, ou un peu plus classique. Est-ce que ce soit un problème que pour avoir une performance maximale, il faut utiliser HTTP 2? Non. Qui n'utilise pas encore HTTP 2 sur ses serveurs en production? OK. Bon, alors il va falloir y passer. Actuellement, il y a 91% des utilisateurs du web qui ont un périphérique qui est compatible. En sachant que Mercure et les SSE marchent aussi avec HTTP 1. Donc il n'y a vraiment aucune raison de ne pas le faire. Pour les SSE, c'est encore mieux. 92% des utilisateurs du web ont des clients qui supportent nativement le SSE. Et au pire, il y a des polyfills qui existent jusqu'à IE 5.5, donc ça fait 100% de couverture. Donc il n'y a vraiment aucun problème de compatibilité avec les outils côté client. Alors, ce hub Mercure, comment ça fonctionne? Il y en a une implémentation de référence qui est faite en Go et qui implémente 100% du protocole. Pourquoi en Go? Parce que Go, c'est un langage dont les primitives HTTP ont été très très fortement optimisées et qui est fait dès le départ pour gérer la concurrence. Du coup, on va le voir après, ça permet de gérer beaucoup de connexions persistantes, de le faire très vite en consommant peu de mémoire. Autre avantage de Go, quand on compile un programme en Go, on a un binaire statique qui marche partout. On fait copier-coller sur son serveur, on choisit juste la bonne architecture d'OS et de processeur et ça fonctionne. Le hub de référence implémente de base un serveur HTTP2, donc il n'y a pas besoin de Nginx ou de quoi que ce soit, juste on lance le binaire et puis ça fonctionne, et il génère automatiquement des certificats TLS avec Let's Encrypt. Donc en termes d'Ops, il n'y a pas grand-chose à faire. Il supporte les CORS, il supporte la protection contre les attaques CSRF, il se configure très facilement, il y a quand même pas mal d'options, en utilisant des variables d'environnement, donc ça marche partout, que ce soit sur votre serveur dédié dans Docker, sur votre machine en local, et il est open source, disponible sur GitHub. Si vous allez sur GitHub ou sur mercure.rocks qui redirige juste vers le dépôt GitHub, vous pouvez auditer le code et télécharger tous les binaires qui correspondent aux architectures les plus fréquentes directement depuis la page Releases. Quand on lance, on a aussi, de manière optionnelle, en activant un flag de configuration, une interface
Quand on le lance, il suffit de définir notre clé JWT. On va voir après à quoi elle sert. La clé secrète qui va me permettre d'autoriser les clients qui veulent publier vers le hub à le faire. Éventuellement, si je veux un certificat Let's Encrypt, le nom de domaine public de mon serveur, je lance le binaire et ça tourne. Mon serveur est disponible et est capable de gérer les connexions persistantes. J'ai un outil, une interface de debug qui est disponible également dans ce hub. Il y a une image Docker officielle qui est disponible et qui marche à peu près pareil, qui contient ce binaire-là. Et pour ceux qui utilisent Kubernetes, GKE, Amazon, AKS et ce genre de machin, Helm, c'est le gestionnaire de paquets pour Kubernetes. C'est l'équivalent de APT pour Kubernetes. Vous tapez Helm install stable Mercure, il y a un paquet officiel et vous avez un serveur Mercure, les ingress, la config réseau, etc., qui est déjà fait pour vous. Vu que c'est un protocole ouvert, potentiellement, il peut y avoir, et vous pouvez faire des implémentations alternatives. Alors, il s'avère qu'il y en a déjà. Il y a une personne qui a créé un clone de ce hub, une autre implémentation du protocole, directement en Node.js. Donc, elle est moins mature, elle est un peu moins performante, mais elle a l'avantage d'exister et de prouver l'intérêt des protocoles ouverts, qui est une version libre aussi. Le hub que je vous ai montré est optionnel. Ça va être pratique quand vous faites du serverless, ça va être pratique quand vous voulez avoir une infrastructure qui est capable de faire de la haute dispo. Si maintenant, vous voulez implémenter directement le protocole Mercure sans ce hub intermédiaire directement depuis votre serveur d'application, en ayant juste un seul serveur qui gère toutes les connexions persistantes, vous pouvez le faire vous-même en implémentant le protocole. C'est prévu qu'on puisse se passer du hub dans la spécification. Et il y a aussi des bibliothèques qui sont disponibles en Go et en Node pour le faire, potentiellement dans d'autres langages par la suite. Il y a également une version haute dispo et managée qui est en train d'être lancée. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, vous pouvez me contacter, on peut en discuter après. Il y a déjà des benchmarks indépendants qui ont été effectués sur la version en Go du hub. La version open source du hub, elle est capable de gérer jusqu'à 40 000 utilisateurs simultanés. Vous voyez l'avantage là, de Go et du code un petit peu optimisé sur une instance T3 micro de C2. Donc, c'est-à-dire un truc qui coûte quand même pas très cher avec juste une seule instance. La version haute dispo, haute scalabilité, qui elle n'est pas open source, est utilisée actuellement en production pour des services qui ont plus de 200 000 utilisateurs connectés en simultané. Du coup, on peut quand même accepter pas mal de trafic. Et ça, c'est plutôt bien quand on aura autant d'utilisateurs que ça sur nos sites web. Alors, comment ça s'utilise maintenant pour les développeurs? Qui parmi vous est ingénieur en informatique? Ok, il n'y avait pas besoin de faire autant d'études pour l'utiliser. Pour envoyer des données, pour broadcaster un événement de mon serveur vers les clients, en passant par le hub, c'est très très simple. Le serveur d'application a juste à faire une requête en post vers le hub. Cette requête en post, elle doit contenir un entête authorization et un token JWT qui va permettre de prouver qu'elle est autorisée à publier. Donc en gros, il faut avoir généré un token JWT qui va être signé avec la clé secrète qui n'est connu que du hub. Ça va te permettre de prouver l'autorisation. Ensuite, le corps de la requête, c'est d'abord le topic. Donc le topic, c'est la ressource pour laquelle je vais publier une mise à jour. C'est un identifiant. Et ensuite, un champ qui s'appelle data, qui est le message, la mise à jour que vous voulez envoyer à votre client. Et ça peut être n'importe quand, n'importe quoi. Typiquement, ça va être du JSON, mais ça peut être du XML, du binaire encodé en base 64 ou absolument ce que vous voulez. Là, le protocole là-dessus est agnostique. Donc, comment je fais ça avec du code? En Node.js, Node, c'est un petit peu verbeux si on ne met pas de bibliothèque en plus, mais c'est tout simple. Je crée une connexion, je crée une requête HTTP en post vers mon hub, j'ajoute un entête authorization qui contient mon token JWT qui prouve que je suis autorisé à publier, et puis c'est tout. La requête est envoyée vers le hub, qui va transformer ça en event SSE et le broadcaster à tous les clients qui est connecté. Quel que soit le langage de programmation, là c'est fait en Node, mais c'est hyper facile. Dans le framework Symfony, le protocole Mercure a été officiellement implémenté depuis quelques mois. Du coup, maintenant, il y a un composant officiel. On tape Composer Require Mercure. Et on a une classe, un objet qu'on peut créer qui s'appelle Update. Premier paramètre, le nom de la ressource dont je veux faire la mise à jour. Deuxième paramètre, le message que je veux envoyer. Là, ça va être encodé en JSON dans ce cas-là. J'appelle le bus du système de messaging de Symfony. J'appelle dispatch de cet objet. Et automatiquement, la mise à jour est envoyée au hub qui va la broadcaster à tous les clients. Donc ça, c'est dans une application Symfony très classique, moderne. Et bien sûr, c'est juste une simple requête HTTP, quel que soit le langage. Maintenant, pour l'abonnement, côté client, c'est pas beaucoup plus compliqué. On a une primitive qui est implémentée par
tous les navigateurs modernes, ou presque, qui s'appelle Event Source. Event Source, ça va créer un flux SSE vers un serveur qui respecte le protocole SSE. Et ça, il n'y a pas besoin de SDK, il n'y a pas besoin de bibliothèque en NPM, il n'y a pas besoin de remplir son disque dur de modules qui vont contenir des failles de sécurité, c'est implémenté directement dans les navigateurs web. Et dans les autres plateformes qui supportent JavaScript, React Native, ça marche, Node, il y a un polyfill, il y a à peu près tout ce qu'il faut. En paramètre de cette URL, de cette connexion vers mon hub, je vais indiquer via des query parameters nommés topic la liste des ressources pour lesquelles je veux surveiller les mises à jour, je veux recevoir les mises à jour. J'enregistre sur mon event source une callback qui va être appelée automatiquement à chaque nouveau message qui est envoyé. Dès que mon hub m'envoie une mise à jour, j'ai une fonction JavaScript qui est appelée, j'ai le contenu du message qui est passé en paramètre. Je peux décoder le JSON ou faire n'importe quoi d'autre, mettre à jour mon store Redux, mettre à jour mon UI en temps réel, très très facilement. Si je veux m'abonner à plusieurs topics, il suffit de passer plusieurs paramètres topics et avec une seule connexion SSE, je vais pouvoir m'abonner à autant de topics que je le souhaite. Pour ça, je peux utiliser la primitive URL qui va me permettre de construire facilement mes URL ou bien juste mettre mon string, faire de la concaténation de chaînes de caractères et ça va marcher aussi. Dernier truc, il y a une spec, une ERFC qui s'appelle URI Template. En gros, c'est des regex pour les URL. Et c'est supporté par Mercure. Du coup, imaginons que je veuille m'abonner à tous les livres possibles. Je peux utiliser cette spécification avec la notation crochet, la accolade ID que vous voyez. Et ça signifie je veux m'abonner à toutes les mises à jour dont le topic match cette regex, ce template-là. Et du coup, en utilisant cette URL, je vais recevoir les mises à jour instantanément, à la fois pour le livre d'ID 1, 22 ou 550. Je dis au tout départ que c'était fait pour les API web et que c'était auto-découvrable. Alors, il y a une autre partie de la spécification qui s'appuie sur une autre RFC qui s'appelle Web Linking. Web Linking, ça spécifie un en-tête HTTP et 2-3 autres mécanismes qui permettent d'indiquer des ressources complémentaires pour la ressource qu'on est en train de télécharger. Bon, ça paraît un peu compliqué, mais en fait, ça ne l'est pas. Imaginons que mon serveur App Server, ici, c'est une API web, tout ce qu'il y a de plus classique. Je fais une requête depuis mon client vers mon livre d'ID 1, je récupère le JSON qui correspond. Le serveur d'application va juste avoir ajouté un en-tête HTTP qui s'appelle link, et dans cet en-tête HTTP, il va passer l'URL du hub Mercure qui permet de récupérer les mises à jour concernant cette ressource. Il va mettre une relation, il va l'indiquer via une relation qui est spécifiée dans l'Internet Draft qui s'appelle Mercure. Okay, donc le serveur, c'est mieux avec le schéma. Le serveur, du coup, comment ça va fonctionner? Mon serveur d'application, je lui demande mon fichier de JSON. Il génère ma réponse en JSON et il ajoute son tête HTTP. Il dit, si jamais tu veux les mises à jour qui vont être apportées à ce document, tu appelles le hub et tu vas lui passer le topic en paramètre. Donc tu vas demander à ce hub les mises à jour pour book/1/.jsonld. Comment on fait ça en JavaScript? On fait une requête fetch, toute bête, pour récupérer notre document de JSON. On accède aux en-têtes HTTP, on fait une petite regex pour récupérer l'URL du hub, et puis ensuite, comme tout à l'heure, on crée une connexion SSE avec Event Source vers mon hub, et on passe en paramètre topic l'ID de la ressource que j'ai récupérée. Et du coup, le serveur d'application va pouvoir pousser un message vers le hub Mercure à chaque fois qu'un changement est effectué sur mon livre d'ID 1, et automatiquement, tous les clients vont recevoir la nouvelle version et vont pouvoir mettre à jour leur interface graphique. Un petit peu plus compliqué, le mécanisme d'autorisation, dans lequel on ne rentrera pas trop dans les détails aujourd'hui. Il faut savoir que tout est documenté sur le site. Le mécanisme d'autorisation, il est lui aussi basé sur JSON Web Token, qui est un standard pour les tokens sécurisés. On introduit une notion de targets pour le mécanisme pour la gestion de la sécurité. En fait, un target, ça peut être un rôle utilisateur, un ID utilisateur, un groupe, si on veut simplifier. Et les publishers, pour envoyer des mises à jour, ils vont forcément devoir être authentifiés. Les subscribers, pour s'abonner à des ressources, ils peuvent le faire de manière anonyme, comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Et du coup, ils reçoivent que les ressources, que les mises à jour qui sont publiques. Ou alors, ils peuvent porter des targets, porter des cibles, okay, et du coup, ils vont pouvoir recevoir des mises à jour privées.
il y a deux méthodes qui permettent de s'authentifier, deux méthodes de transport, soit les cookies, soit un en-tête autorisation. Alors, JSON Web Token, en gros, c'est un document de JSON que je vais signer avec une clé secrète qui doit être connue de tous ceux qui veulent vérifier le token et que je vais encoder en base 64, en très rapide. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Là, j'ai utilisé jwt.io pour générer mon token JWT. Donc, je crée un document de JSON et de par la convention, j'ai une clé Mercure. Et dedans, j'ai une sous-clé subscribe dans laquelle je vais lister les targets sur lesquels je suis autorisé à m'abonner. J'ai une autre clé publish dans laquelle je vais lister les targets sur lesquels je suis autorisé à publier. Bien sûr, je peux n'être autorisé que à m'abonner ou que à publier. C'est plutôt une bonne pratique. Si je veux pouvoir donner le droit à mon client à publier ou à s'abonner à toutes les targets, en faire un admin, je peux utiliser le symbole étoile. Ensuite, très simple, mon serveur d'application va devoir régler un cookie, si j'utilise la méthode cookie, qui est la méthode recommandée et la plus sécurisée pour les navigateurs web, qui va avoir le nom Mercure Authorization et qui va contenir ce token JWT et qui va du coup envoyer au client, régler un cookie sur le client, signé avec une clé secrète qui n'est connue que du serveur et du hub. Ils doivent partager cette clé secrète. Donc le client va détenir un token JWT avec les targets sur lesquels il est autorisé à s'abonner ou à publier. Quand je vais créer ma connexion SSE avec Event Source, en fait, les navigateurs vont tout seuls envoyer le cookie. Et du coup, le hub va se charger de lire ce token, vérifier à quel target dispose le client et lui envoyer à ce moment-là les mises à jour qui concernent ces targets. S'il reçoit une mise à jour pour laquelle le client n'a pas la target, il sera skippé, il ne recevra rien du tout. Donc ça doit être le serveur d'application qui règle le cookie. Il y a une contrainte, c'est que pour pouvoir partager le cookie, il faut que le hub et le serveur d'application partagent le même domaine ou le même sous-domaine. Et c'est ce que vous devriez utiliser pour les navigateurs web. Deuxième méthode, qui n'a pas cette contrainte-là de domaine, c'est d'utiliser un en-tête authorization. Du coup, là, je passe juste un en-tête authorization, bearer, le token. Il faut que le token ait été transmis au client à la base, quel que soit le canal. Ça marche aussi avec Event Source en utilisant un polyfill, même si ce n'est pas une bonne pratique, c'est plutôt fait quand on veut connecter via Mercure un serveur à un autre serveur. Là, dans ce cas-là, c'est adapté. Comment je fais ensuite pour envoyer une mise à jour privée qui ne va être reçue que par les clients qui portent la bonne cible? J'ai un autre paramètre que je peux passer lorsque je fais le post du serveur d'application vers le hub, qui s'appelle target, et qui liste les cibles, par exemple les groupes d'utilisateurs ou les ID d'utilisateurs, qui vont être autorisés à recevoir la requête, qui vont être utilisés à recevoir la mise à jour. Et du coup, seulement ceux qui ont un token JWT avec ces cibles vont recevoir cette mise à jour. Du coup, ça fait que vous pouvez mettre en place un système qui est complètement sécurisé, hyper facilement, et que côté client, vous n'avez rien à faire, ça va être implémenté de base dans le navigateur. Il n'y a que côté serveur que vous allez avoir besoin de gérer, de régler le cookie qui va bien. Dernière partie de cette conférence. On va voir comment ça peut s'intégrer avec des frameworks web qui ont déjà ajouté le support de Mercure. Donc là, en particulier, on va voir comment on peut faire des applications serveurs et des applications clients avec API Platform. Donc c'est complètement indépendant de PHP, je pense que vous l'avez bien compris. Mais on va faire un peu de PHP. Alors API Platform, c'est un framework qui permet très facilement de créer et de consommer des API REST et GraphQL. Le principe, il est simple. On va décrire les structures de données que l'on veut exposer via une API web, en 2 mots, et automatiquement, le framework va se charger d'exposer une API REST ou GraphQL pour cette structure de données-là. Là, ici, on a fait un truc supplémentaire. API Platform est agnostique du système de persistance. Il y a quelques interfaces à implémenter si vous voulez le brancher sur un truc à vous. Mais il est capable de s'intégrer avec l'ORM Doctrine. Donc là, en plus, on a mappé notre classe avec un schéma de base de données. Si on veut ajouter le support de Mercure dans API Platform, on a juste un paramètre de configuration à indiquer. On met Mercure égale true. Et là, qu'est-ce que va faire API Platform? Il va détecter quand il y a une mise à jour vers une de mes ressources qui va être effectuée, quand il y a une requête en put, en post, en delete ou en patch qui va être envoyée. Il va détecter cette mise à jour et il va automatiquement envoyer la nouvelle version du document via Mercure à tous les clients qui se sont abonnés aux mises à jour de cette ressource, de ce document. Et ça, c'est les seules lignes de code dont j'ai besoin pour exposer une API complète avec le support de Mercure, avec API Platform.
API Platform contient aussi des générateurs de code qui vont être capables de prendre une doc Swagger en entrée ou une doc Hydra et de nous scaffolder une progressive web app, une app React Native. Ça supporte React, ça supporte Vue. Ces générateurs de code ont aussi le support côté client, cette fois-ci, de Mercure. Alors là, qu'est-ce que je fais? J'installe cet outil. Je crée un squelette d'application React avec Crit React App, le squelette standard de Facebook. Le générateur de code a besoin de quelques dépendances que j'installe et je lance la commande. La commande, c'est juste « génère-moi une application en CRUD » que je vais pouvoir éditer après en lisant la documentation de cette API, api.exemple.com ici. Je peux faire la même chose pour React Native. J'installe Expo, l'outil de développement pour React Native. Je installe ces dépendances et je génère mon application React Native à partir de l'aspect de l'API en lui disant cette fois-ci « mais fais-moi du code React Native plutôt que fais-moi du code React tout court ». Et en n'ayant pas fait plus de lignes de code que ça, j'obtiens ce que je vous avais montré au tout début. C'est-à-dire que là, j'ai mon application en CRUD générée qui va parler à l'API. Dès que je vais faire une requête, ici par exemple en put, vers mon API depuis l'un des clients, l'un des nombreux clients connectés sur mon API, automatiquement le changement va être détecté par API Platform et il va broadcaster via le Mercure la nouvelle version de mon entité à tous les clients qui sont actuellement connectés. Ensuite, il y a un petit peu de mécanique avec React. Je mets à jour mon store Redux et hop, mes clients, mes interfaces, partout dans le monde, se mettent à jour en temps réel. Et c'est le truc que vous pouvez tester en allant sur demo.apiplatform.com, vous allez sur les books et puis vous pouvez jouer avec ça. Le dépôt est public, vous pouvez voir comment c'est fait, comment c'est implémenté. Merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que c'était à peu près compréhensible.